Vous êtes sur France 24 et vous avez raison. Bienvenue dans votre journal de l'Afrique. À la une ce soir, jour de vote en République du Congo. Les électeurs ont voté ce dimanche pour une présidentielle sans grande surprise. Le président sortant, Denis Sassou Nguesso, au pouvoir depuis 40 ans, brigue un nouveau mandat. Nous irons sur place dans ce journal. Nous parlerons aussi de l'impact délétère des plateformes telles que WhatsApp et TikTok dans la diffusion de fausses informations sur le continent africain en général. Et ce soir, en particulier, reportage dans un pays fragile où la rumeur peut pratiquement provoquer de la panique et des violences en République centrafricaine, à suivre dans cette édition. Et notre focus politique ce dimanche soir nous emmène en Guinée où la page de la transition est officiellement terminée. Depuis décembre 2025, le général Mamadi Doumbia est désormais à la tête de la 5e République. Mais le débat sur la légitimité du pouvoir reste entier. La semaine dernière, 40 partis politiques ont été dissous. Plusieurs figures majeures de l'opposition en exil. La Guinée est-elle réellement en train de rentrer dans une nouvelle ère démocratique? Pour en parler, nous recevons Cellou Dalein Diallo, ancien Premier ministre, président de l'UFDG et figure historique de l'opposition guinéenne. On ouvre ce journal en allant à Brazzaville où les électeurs peu mobilisés ont voté pour la présidentielle. Sans grande surprise, le président sortant, Denis Sassou Nguesso, au pouvoir depuis plus de 40 ans, brigue un nouveau mandat. On écoute quelques électeurs qui aspirent surtout à la paix. Ces élections passent à l'amiable, qu'il n'y ait pas de menaces, qu'il n'y ait pas aussi de bavure. Toute personne qui est engagée et celui qui détient aussi la carte électeur, qu'il aille dans les urnes, aller voter massivement. Nous le savons tous, après les élections, il y a toujours un mouvement, mais nous voulons qu'il y ait la paix. Nous voulons que notre pays puisse avancer dans un cadre bien. Et face au boycott d'une partie de l'opposition congolaise et à un scrutin jugé joué d'avance, les observateurs redoutent une abstention massive. Compte rendu de vote par notre correspondant à Brazzaville, Vivas Mabwana. À Brazzaville, ce dimanche, le réseau Internet et téléphone est coupé depuis l'aube et les rues sont désertes. L'ouverture des bureaux de vote était prévue à 7 h, mais dans plusieurs centres, on a observé du retard et les opérations n'ont pu réellement commencer qu'à partir de 8 h 30 dans certains bureaux. Ce fut le cas à Mongali, dans les centres du CG de la Paix et de Matsoa, où le lancement du scrutin a tardé et les électeurs se sont fait attendre. Au total, près de 2,5 millions d'électeurs étaient appelés aux urnes. L'abstention était l'une des préoccupations pour le camp présidentiel qui, au cours des meetings de ces 2 dernières semaines, a appelé la population à se mobiliser pour l'élection. De ce que nous avons observé, l'affluence n'était pas réellement au rendez-vous, même si on attend toujours les chiffres officiels du taux de participation. Comme prévu par la loi électorale, les bureaux ont fermé à 18 h et le dépouillement a commencé. Un deuxième tour, dont la date n'a pas été officiellement annoncée, est théoriquement prévu 21 jours après la publication des résultats du premier tour, mais le camp du président sortant vise une victoire dès le premier tour. On passe à la Centrafrique où WhatsApp et TikTok sont devenus des sources majeures d'informations, mais ces plateformes servent aussi à diffuser des fausses alertes sécuritaires, de faux communiqués officiels et des vidéos sorties de leur contexte dans un pays fragile où une rumeur peut provoquer rapidement de la panique ou des violences. Reportage à Bangui de nos correspondants Paco Mpabandji et Jospin Bissi. À Bangui, Roy Bwanda fait partie des créateurs de contenu les plus suivis sur TikTok. Avec plusieurs dizaines de milliers d'abonnés, ces vidéos satiriques sur la vie politique ou le coût de la vie cumulent des centaines de milliers de vues. Je fais de l'humour, mais c'est aussi pour faire passer des messages. Les jeunes sont nombreux aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Je passe des messages contre les fausses informations et j'éduque à travers ces petites vidéos. Sur WhatsApp, la désinformation se propage souvent encore plus vite. Loïc Goto administre Good News Info, un groupe qu'il a créé pour traquer les fausses informations et qui compte plusieurs milliers de membres. Rumeurs d'attaques armées, faux communiqués gouvernementaux, images sorties de leur contexte. Ici, tout est vérifié avant diffusion. Que tout le monde respecte les règles établies dans cette plateforme, de choisir qui doit publier ou qui ne doit pas publier, qu'est-ce qui doit être publié et qu'est-ce qui ne doit pas être publié.
Epiphanie Nambozwina est journaliste et lutte contre la désinformation. Elle rencontre aujourd'hui les autorités du Haut Conseil de la communication pour organiser sa lutte à l'échelle nationale. Pour contrer la propagation des rumeurs, Epiphanie et ses équipes animent des ateliers d'éducation aux médias auprès de jeunes et de communautés locales. Puisque la désinformation peut engendrer la guerre, les mépris, les discours de haine, la division et tout ça. Donc nous, quand on organise des ateliers, des causeries éducatives, c'est pour ramener la jeunesse à la raison et leur faire comprendre que faire de la désinformation, de la malinformation est une mauvaise chose. En Centrafrique, entre influenceurs, modérateurs et formateurs, une nouvelle génération tente de freiner la propagation des rumeurs dans un pays en pleine transition numérique. L'opposant ougandais Bobi Wine affirme avoir quitté le pays après la présidentielle de janvier, qu'il juge truquée. L'ancien chanteur devenu leader politique dit vouloir plaider à l'étranger pour des sanctions contre le régime de Yoweri Museveni au pouvoir depuis 1986. En fuite depuis le scrutin, il affirme être traqué par les autorités ougandaises, mais promet de rentrer une fois sa campagne internationale terminée. On passe à notre focus de ce dimanche soir et on s'intéresse à la Guinée, quelques mois après l'élection présidentielle qui a marqué la fin officielle de la transition ouverte par le coup d'État en 2021. Le pouvoir assure que le pays entre dans une nouvelle phase de stabilité institutionnelle avec des législatives et des élections locales attendues dans les prochains mois. Mais l'opposition conteste toujours la crédibilité du processus politique. 40 partis politiques ont été dissous la semaine dernière. Plusieurs de ces leaders vivent aujourd'hui en exil. Et pour en parler, on reçoit Cellou Dalein Diallo, ancien Premier ministre, président de l'UFDG et figure historique de l'opposition guinéenne. Merci à vous d'être dans le Journal de l'Afrique. Quelle est votre réaction sur la dissolution des partis politiques, dont le vôtre, l'UFDG, et qui est la principale force de l'opposition du pays? Je suis indigné, mais je ne suis pas surpris. Parce que la junte guinéenne s'est illustrée dans la restriction des libertés publiques et dans la violation des droits humains. Ce n'est pas une première. À la prise du pouvoir, elle a décliné un discours qui assurait les citoyens guinéens quant à la possibilité de pouvoir choisir librement leurs dirigeants et d'exercer pleinement leurs droits et libertés. Alors le président... Ces autorités... Oui, excusez-moi, j'allais vous demander, j'entends bien, vous n'êtes pas surpris, le président Mamadi Doumbia a été élu en décembre 2025 après un référendum constitutionnel. Reconnaissez-vous aujourd'hui une légitimité démocratique à ce nouveau pouvoir? Aucune légitimité. Doumbia n'a aucune légitimité. Il a violé son serment d'officier. Il a prêté serment de ne pas se présenter, lui et ses compagnons, aux élections organisées dans le cadre du retour à l'ordre constitutionnel. Il a violé son serment, il a commis un parjure pour changer cet engagement, pour violer cet engagement. Il n'a aucune légitimité. Le jour du scrutin, les gens ne sont même pas sortis. Les résultats étaient préparés d'avance et ils ont été proclamés sans que ça ne soit le reflet vraiment de la vérité des journées, et tous les Guinéens le savent. Donc nous ne reconnaissons pas la légitimité de ce pouvoir et nous sommes en face d'une dictature qu'il faut nécessairement dégager pour que les Guinéens puissent jouir pleinement de leurs droits et libertés. Donc pour vous, la Guinée aujourd'hui est une dictature? La Guinée est une dictature. Elle a, depuis combien de temps, elle a pris des décisions pour restreindre les libertés publiques, pour violer les droits humains dès son arrivée au pouvoir, malgré les engagements pris dans le discours de prise du pouvoir. Elle a interdit les manifestations, elle a démantelé les équipements des radios, elle a retiré les agréments à toutes les radios critiques et elle a assassiné impunément plus de 65 jeunes qui tentaient de manifester alors que la manifestation était autorisée pleinement par la charte de la transition que le colonel d'alors avait juré de respecter et de faire respecter. Donc c'est une dictature sanglante en plus. Vous savez ce qui s'est passé, les disparitions forcées. Aujourd'hui, on parle moins de Fonike Mangué, de Bill-Loba, de Marwan Kamara, de l'assassinat dans des conditions atroces du général Koulibaly Saliba.
qui était le numéro 2 de la junte, parce que simplement, lui, il militait en faveur du respect des engagements pris, c'est-à-dire l'organisation diligente des élections et le retour de l'armée dans les casernes. Mais il a été torturé et abattu, et assassiné dans les geôles de la junte. Et il y a beaucoup d'autres cadres, beaucoup d'autres activistes de la société civile. Maintenant, lorsqu'ils ne peuvent pas mettre la main sur un opposant à l'étranger, ils s'en prennent à sa famille. C'était le cas de l'artiste Elie Kamano, dont on a pris les enfants, ils sont portés disparus, on n'a aucune nouvelle. C'était le cas aussi du père comment il s'appelle, de Babila Keïta. Oui, on vous entend. Vous vivez aujourd'hui hors de Guinée. Vous avez déclaré récemment que rester dans votre pays signifiait le cimetière ou la prison. Qu'est-ce qui vous fait dire que votre sécurité aujourd'hui n'est pas garantie en Guinée? Le général Sadiba Coulibaly est rentré. Et il a été non seulement arrêté, et radié de l'armée, jugé, condamné, mais assassiné dans les prisons. Il n'y a pas de justice. La justice est au service de Doumbouya et de sa dictature. C'est lui qui décide des décisions de justice. Donc, comme il considère l'UFDG comme l'adversaire numéro 1 à abattre, je ne peux pas me prêter à ce jeu de rentrer et de dire que je viens défendre mes droits. Mais dès qu'il y aura une justice, naturellement, moi, je serai là pour me défendre. D'ailleurs, je vais porter plainte pour un certain nombre de griefs, pour un certain nombre d'accusations portées contre ma personne au niveau de la Cour de justice de la CEDEAO. Alors, on poursuit, le calendrier électoral se poursuit, les élections législatives et communales sont annoncées pour les prochains mois. Pensez-vous que ces scrutins puissent réellement ouvrir un nouvel espace politique pour l'opposition? Vous savez, dès qu'ils ont annoncé l'organisation de ces élections législatives et communales, ils ont décidé de dissoudre les partis les plus représentatifs de la scène politique guinéenne. L'UFDG, mon propre parti, le RPG Arc-en-Ciel, le parti d'Alpha Condé, l'UFR de Sidya Touré. Ces partis ont totalisé dans les élections organisées entre 2010 et 2020 95% des suffrages exprimés. Et comme Mamadi Doumbouya est en train de créer un parti-État qui s'appelle le GMD, il ne voulait pas d'autres partis susceptibles de porter ombrage à ce parti-État en cours de création. Donc, ils ont éliminé tous les partis représentatifs. Vous savez bien qu'en 2010, c'est que ce score reste encore valable en termes de représentativité des partis. Moi, j'avais 43,76%, Alpha 18%, Sidya 16%. Et aujourd'hui, tous ces trois partis sont éliminés parce qu'ils ne supportent pas la compétition. Merci beaucoup, Cellou Dalein Diallo. Merci d'être venu dans le Journal de l'Afrique pour justement nous expliquer et réagir sur la situation politique en Guinée. C'est la fin de cette édition. Merci à tous ceux qui nous ont suivis partout dans le monde. Et ce soir, en particulier, forcément de Conakry à Brazzaville, en passant par Bangui. Restez avec nous car l'actualité continue sur France 24. Merci. Comme l'histoire de notre monde est en perpétuel changement, comme le flux d'informations est sans cesse croissant, nous sommes là sur tous les thèmes. Nous vérifions, nous nous engageons sur le terrain en toutes circonstances pour anticiper le futur en comprenant le présent. Nous sommes avec vous 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. France 24, un autre regard sur l'actualité. Liberté, égalité, actualité. Sur France 24, retrouvez 4 rendez-vous d'information accessibles aux sourds et malentendants. À 9h, du lundi au vendredi, et à 10h le week-end. Washington demande au chef du Kremlin, je cite, d'arrêter de se mêler de l'élection américaine. Et tous les jours, à 13h, dans le Paris Direct. Les inégalités se sont encore creusées ces dernières années, la pauvreté reste massive. À 18h, dans Au cœur de l'info. La Russie a dit ne pas exclure de viser les éventuels instructeurs militaires français en Ukraine. À 22h45, avec le Journal de l'Afrique. Les crises des déplacés sont les plus négligées au monde, sont sur le continent africain. Vos éditions sous-titrées pour faire le tour de l'info. 4 rendez-vous pour tous et pour tout comprendre, du lundi au dimanche, sur France 24.